Bonjour, ici Marianne et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et je te parle encore de la nouvelle gamme de produits Boost Énergie qui est lancée depuis le 10 avril dernier. Si tu es sérieux dans ta performance, tu le sais que tout se joue sur l'absorption de glucides par heure et c'est exactement là que NAC frappe fort avec Boost Énergie. Avec les gels et le drink mix Boost Énergie, tu vas aller chercher tout ce que tu as besoin pour performer à ton plein potentiel. La gamme Boost mise sur un ratio 2:1 entre la glucose et la fructose qui permet au corps d'assimiler plus de carburant par heure pour maintenir une intensité élevée. Et parce que c'est du NAC, ça veut dire que c'est fait avec des ingrédients propres, durables, qui respecte ton corps et qui respecte la planète. C'est fait pour le trail, la course sur route, le vélo, le triathlon, le tir à l'arc, peu importe le sport, peu importe la distance, et c'est disponible dès maintenant sur le nac.com. Et pour avoir 15% de rabais, c'est le code promo pas sorti du bois comme d'habitude, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 232 de Pas sorti du bois. Ça faisait un petit bout quand même, genre de 3 mois. Marianne, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Je suis content de te voir aujourd'hui. Salut, merci beaucoup. Ça fait toujours un plaisir d'être ici. On s'était parlé la dernière fois, probablement que dans ma fenêtre au-dessus ici, il y avait de la petite neige qui tombait, c'était féerique, c'était le temps des fêtes. Là, la neige est partie. En tout cas, il en reste encore à Québec, mais on est 3-4 mois plus tard, en plein printemps. T'es au Colorado, je suis à Québec. Merci d'être là aujourd'hui. Yes, ben écoute, ça fait plaisir. Je pensais que vous veniez juste d'avoir une tempête de neige, par contre. Ben, étrangement, c'est le monde à l'envers parce que les régions qui ont habituellement moins de neige en ont reçu énormément. Puis genre, le nord de Québec, là, dans mon coin, limite Lac-Beauport, où je voyais Julien Lachance, Joanie, dans le coin du Mont-Saint-Anne, on a toutes pas eu de neige. Mais la Rive-Sud, puis genre la Mauricie, qui a toujours moins de neige, en a reçu. Fait que c'est le monde à l'envers. C'est peut-être symptomatique de d'autres choses. Mais rendu là, on était à quelques semaines de l'ouverture peut-être des sentiers dans le coin. Là, il reste encore un peu de neige. Fait que là, je me dis, la couche de neige supplémentaire aurait juste ralenti ça. Fait que c'est correct qu'on l'ait pas eu, la neige. Tu as-tu de la neige à Boulder? Non, c'est température d'été, puis ça fait très plaisir parce que je reviens de la Corse avec l'équipe et puis je pense pas que j'aurais pu retourner à la neige après avoir passé quelques jours en été. Moi, je vais l'avouer que l'été, c'est vraiment ma saison préférée. Oui, puis clairement, on avait parlé à ton dernier passage. Tu rangeais le splitboard pour cet hiver parce que t'es dans des températures estivales. T'as été littéralement en été parce que dans l'hémisphère sud, l'hiver, c'est l'été. Puis t'as été en Nouvelle-Zélande une bonne partie de l'hiver. Je pense que ça peut être le point de départ de notre discussion, mais avant ça, on peut jaser de qu'est-ce qu'on boit. On est le matin, encore plus toi. Fait que je doute que ta réponse soit une grosse bière, mais qu'est-ce que tu bois de ton côté? Écoute, moi, je bois un soda prébiotique. C'est Poppy. J'adore ces breuvages et c'est mes breuvages de choix quand je suis aux États-Unis. Un soda probiotique, intéressant. J'y vais dans le funky aussi, quelque chose qui est nouveau. En fait, pas si nouveau, mais que moi, c'est la première fois que j'en bois au podcast. C'est mon nouveau partenaire, Café Charlevoix, qui fait un café cold brew infusé en eau pétillante. Fait que ça goûte... En fait, c'est café et lime, ça s'appelle Buddies. Ça se trouve sur leur site, on peut en commander. Moi, ils m'en ont livré, fait que je suppose que c'est légal de livrer ça. Il n'y a pas d'alcool. Puis c'est vraiment bon. J'ai contaminé tous mes collègues à qui j'ai fait goûter, fait que c'est bien bon. Cheers, Marianne. Cheers, il va falloir que je goûte ça. Prochaine fois que tu passes à Québec, je t'en mets aux frettes. C'est bon. L'éléphant dans la pièce, Marianne. Ceux et celles qui écoutent viennent de découvrir un tout nouveau thème musical de Pas sorti du bois. Après 232 épisodes, j'ai décidé de le faire évoluer. La réflexion s'était amorcée parce qu'à l'Hard Rock, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais un thème musical un peu folk country, far west spécial pour ces épisodes-là au Colorado. Puis là,
ça m'est joué dans la tête de dire, peut-être qu'on pourrait le repenser. Le thème de Pas sorti du bois, fait que j'ai contacté mon ami Fred Desroches, que je remercie à la fin de chaque épisode depuis 232 épisodes. Puis on a fait évoluer le thème. On est allé chercher de quoi qui est peut-être un peu plus organique. On parle de trail, on parle de roots, on parle de plein air, on parle de forêt. Je trouvais que le thème musical rock avait fait son temps. Il y a un petit clin d'œil à l'ancien thème musical. Il y a des nouvelles citations, parce qu'à l'époque, quand j'ai lancé ça, c'était à l'épisode 0, puis j'avais aucune citation d'aucun invité parce que le podcast n'existait pas. Fait que là, Pat Godin m'a réenregistré sa quote célèbre, mais j'ai rajouté à ça une petite voix qui est venue à 30 épisodes du podcast. Fait que tu le sais même pas c'est quoi, mais Marianne, t'es dans le nouveau thème musical. OK. Il n'y avait pas assez de Marianne Hogan au podcast. Je pense que je me suis dit là, faut qu'à chaque épisode, ça commence avec ça. Fait que voilà, c'est ce qui explique le nouveau thème musical. Je suis certain que ça est un petit choc pour ceux que ça fait 230 épisodes qui entendent la même affaire. On innove. Après 5 ans, on essaie des nouvelles affaires. J'espère quand même que ça finit avec on n'est pas sorti du bois, hein? Tout à fait. On garde les classiques. Ça, il fallait le garder. Ça, faut garder ça, là. Ouais. J'avais demandé aux auditeurs, en fait, de m'écrire quelle citation devrait s'y retrouver. À ce moment-là, j'avais pas dit que c'était un nouveau thème musical, mais on m'avait beaucoup parlé de toi et on m'avait beaucoup dit la citation de l'index. Finalement, c'est pas ça qui s'y retrouve. J'ai trouvé de quoi qui est quand même moins figé dans le temps puis qui est plus inspirant que toi qui se casse un index puis qui en rit au podcast. mais voilà, fait que nouveau thème musical, le sujet est évacué. Ceux qui l'aiment, tant mieux. Ceux qui l'aiment pas, habituez-vous, ça va être ça pour encore au moins 5 ans. Fait que voilà. Marianne, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais sur le point de partir en Nouvelle-Zélande. T'étais pas encore certaine si t'allais prendre le départ du Tarawera, la distance, c'était le 100 km, je pense que t'étais censé faire. Ouais, qui exact. est une course Golden Ticket, by UTMB, toute la patente. Raconte-moi la Nouvelle-Zélande. D'abord, comme destination, c'est ta première fois, je pense, sur cette belle grosse île de l'Océanie. Comment c'était? Écoute, la Nouvelle-Zélande, c'est un coup de cœur, là. Je pense que c'est probablement une de mes destinations préférées. C'est sûr que je l'ai visité en été lorsque j'étais supposée être en hiver, donc je sais pas si ça joue un peu dans la balance, mais j'ai adoré mon voyage en Nouvelle-Zélande. Évidemment, j'étais accompagnée d'un de mes acolytes préférés, Thibaut. Et puis, on a fait un bon 2-3 semaines à visiter l'île du Sud en RV. Et puis, c'était vraiment cool. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de découvrir l'île. Et puis, on a fait des super beaux spots. Je pense vraiment pas que c'est les trails ni les montagnes à parcourir qui manquent en Nouvelle-Zélande. Puis, les contrastes entre les lacs très, très bleus et les montagnes, c'est vraiment quelque chose, c'est des paysages qui m'attirent beaucoup. Et puis, en fait, juste l'ambiance en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment super avec Tib. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis par après, en fait, on s'est déplacé vers l'île du Nord pour après ça bouger plus vers les volcans, qui étaient tout aussi, si pas plus impressionnants. Donc pour ceux qui sont des connaisseurs du Seigneur des Anneaux, c'est sûr qu'on a pu faire des lieux mythiques des films. Et puis ça, c'était vraiment cool de pouvoir courir dans ces paysages-là. Et puis je pense que ça a aidé aussi d'être comme ça en mode voyage pour affronter un peu ce que je vivais en tant qu'athlète à ce moment-là. Si on se rappelle, en fait, en décembre, je venais tout juste de recommencer à courir et puis je pense que c'est à ne pas prendre à la légère le fait que en fait, se préparer pour un 100 kilos en 2 mois, c'est quand même très court comme délai pour n'importe qui, mais pour moi encore plus parce que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin quand même beaucoup de temps de préparation pour me sentir bien et prête à une course. Je suppose que post-UTMB, s'il n'y avait pas eu la blessure, excuse, je t'ai coupé, hein, je voulais insérer une question, mais je suppose que justement, si post-UTMB, tu avais pris 2-3 mois plus relax, genre de off-season, mais en maintenant une cadence de course, 2 mois de build-up vers Tarawera aurait été possible. Là, dans ce cas-ci, c'est qu'il y avait eu une période d'arrêt complet, fait que tu recommences un peu à zéro. Là. Ouais, en fait, c'est sûr que ça aurait été bien que je sois au courant de ma blessure avant. En fait, ce qui est arrivé, c'est que après l'UTMB, j'ai pris 2 semaines off. J'ai recommencé à courir tranquillement. J'avais pas de douleur. Après, une douleur s'est fait ressentir, une douleur qui était anormale. On a fait des tests, on a déterminé que j'avais une déchirure dans l'ischio gauche. Et donc là, j'ai été obligée de prendre vraiment 6 semaines d'arrêt complet et puis après de recommencer vraiment graduellement en suivant le programme de la clinique du coureur. Ouais. Et puis ça a fait en sorte que en fait j'ai recommencé à courir là, de façon plus officielle début décembre.
Et puis effectivement, là, ça faisait très court parce que là, j'avais pris, dans le fond, octobre-novembre off et puis après pour essayer de recommencer, puis faut builder progressif, mais il fallait quand même être assez agressif pour pouvoir considérer être performante sur la Tarawera parce que j'y allais pas dans l'optique de compléter la course, j'y allais vraiment dans l'optique de la possibilité d'aller me chercher un golden ticket, donc qui me requérait d'être top 2 potentiellement là, de la course. Donc, c'est chose que j'ai fait. Mais j'avais toujours aussi la compréhension que potentiellement ça passerait pas. Et malheureusement, plus on s'approchait de l'échéance, plus les signaux apparaissaient. Et puis je pense que dans ma deuxième semaine en Nouvelle-Zélande, là, j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment partout dans ma ligne droite, dans ma jambe droite. Et ça, c'était vraiment particulier pour moi parce que depuis des années, j'ai que des problèmes à gauche. Et puis je me suis toujours on avait toujours analysé la situation comme si j'avais des problèmes à gauche parce que je m'étais cassé la jambe droite il y a des années puis je fais une certaine compensation. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment là toute la ligne droite des douleurs. J'avais des douleurs dans les fibulaires droits. J'avais des douleurs dans mon ischio droit. Et puis, dans ma dernière course préparatoire en fait, on est allé inspecter le parcours avec Thibaut, ben, je me suis déchiré l'ischio droit. Et Et c'est un peu la blessure qui a fait déborder le vase pour moi en voulant dire, OK, clairement, il y a un problème. C'est pas normal que je me déchire et l'ischio gauche et l'ischio droit dans une période de 6 mois. En plus de ça, j'avais vraiment des grosses douleurs au fibulaire droit qui étaient vraiment particuliers pour moi parce que j'avais jamais eu de douleur à cet endroit-là. Je pense que c'est la blessure qui a fait déborder le vase, mais c'est aussi la blessure qui a fait poser beaucoup de questions et qui a impliqué beaucoup de professionnels là, qui m'entourent au sein de l'équipe Salomon. Et puis, je pense qui a fait en sorte que les bonnes personnes ont posé les bonnes questions au bon moment. Puis, c'était quoi ces bonnes questions-là? Ben, c'est sûr que, comme je dis, c'est qu'au début, on pensait que c'était toujours plus une question de compensation. Et puis là, en fait, quand on réalise qu'il y a plusieurs muscles dans ton corps qui te lâchent, c'est peut-être plus une question une faiblesse du système général. Et pourquoi ton système général est impacté? Ben, je pense qu'il faut qu'on regarde vraiment les piliers là, de ce qui est important dans la performance. Et un des piliers les plus importants, c'est la nutrition. Et puis Thibaut est vraiment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la nutrition et qui a apporté un peu ce sujet-là à mes yeux en disant, ben écoute Marianne, je pense que potentiellement tu ne consommes pas assez et de calories ou des nutriments spécifiques. Donc ça a vraiment lancé une conversation plus grande à savoir potentiellement que j'aurais besoin de consulter un diététicien et puis avoir une conversation plus grande à savoir qu'est-ce qui pourrait être manquant et faire en sorte que mes muscles me lâchent comme ça au quotidien. Et c'est quelque chose que j'ai fait, c'est un exercice qui était en fait qui vient déranger un peu ta façon de fonctionner parce que moi ça fait des années évidemment que je fonctionne d'une certaine façon et puis je réalise aussi que je suis peut-être plus de l'ancienne de l'ancienne génération où effectivement je pouvais aller courir en montagne pendant des heures sans trop me soucier de ce que je consommais parce que j'étais capable de le faire. Par contre, ça veut pas dire que c'était la bonne chose à faire ni la chose qui encourage la santé ou la performance. Je pense que les deux, des fois sont beaucoup plus alignés qu'on le pense. Et puis j'ai ravisé beaucoup vers la hausse l'apport énergétique. Surtout pour tout ce qui est attrait des glucides, autant à l'entraînement que en préparation de l'entraînement. Et dans la vie de tous les jours, dans tes repas matin, midi, soir, indépendamment de l'entraînement, indépendamment de ce que tu traînes sur toi dans tes entraînements nutritionnellement parlant, c'était vraiment une carence généralisée, dans le sens où tu te rendais compte que dans tes repas quotidiens à travers les entraînements, il y avait ce manque-là? Oui. Ben, en fait, on réalise pas à quel point, je pense, notre discipline requiert un nombre élevé. Je pense qu'on est très loin des recommandations journalières si on compare par exemple au guide alimentaire canadien. J'enlève rien au guide alimentaire, mais mon point, c'est juste que je pense qu'il faut vraiment qu'on respecte la distance qu'on fait et l'effort qu'on y met. Je pense que le guide alimentaire n'est pas nécessairement fait pour des gens qui sont 10 heures, 12 heures actifs sur leurs jambes, tu sais. Non, exactement.
Donc, ça, c'est une chose que j'ai définitivement, oui, j'ai définitivement changé là, au quotidien. J'ai augmenté de façon significative mon apport en glucides dans les repas, surtout précédant les gros efforts, autant en intensité qu'en volume. Et puis, une chose que je suis fière d'avoir pu augmenter, c'est aussi pendant les entraînements. Comme je te dis, moi, je pense que je pouvais aller vraiment longtemps sans rien consommer, ce qui est vraiment pas quelque chose qui est bon, mais quand tu es capable de le faire, des fois, en fait, tu le fais et tu réalises pas que c'est problématique. Et donc, j'ai vraiment travaillé avec une nutritionniste qui m'a aidé à augmenter de façon graduelle mon nombre de calories et de glucides que je consommais à l'heure à l'effort. Et puis, ça s'est coïncidé aussi en même temps que NAC sortait sa nouvelle gamme Boost. Et puis, moi, j'ai vraiment été... en fait, je suis capable de prendre ces produits-là sans aucun problème. Donc, ça m'a beaucoup aidé à augmenter mon apport énergétique à l'effort. Et puis, c'est sûr que ça a joué aussi, en fait, c'est juste venu créer un certain déséquilibre parce que c'était nouveau dans ma façon de fonctionner. Mais j'ai hâte quand même de voir en fait l'effet que ça pourrait avoir autant sur ma gestion des blessures que sur ma gestion de l'effort sur une longue distance. Donc, je pense que ça a été un mal pour un bien. Mais je t'avouerai qu'effectivement, ça a été une période un peu incertaine et plus chamboulante, si je sais pas si c'est un mot, mais c'est le mot que je vais utiliser pour dire que effectivement, il a fallu qu'on change. Puis il faut avoir la capacité de s'adapter. Puis je pense que j'ai été capable de m'adapter rapidement à cette nouvelle situation, mais je comprends pour certains que des fois c'est plus compliqué. Puis c'est pour ça aussi que je trouve important d'en parler parce que il faut aussi comprendre que, en fait, ça a eu des effets positifs assez rapidement là, pour moi. Ma déchirure, elle a guéri vraiment rapidement. J'ai pris 10 jours off et puis j'ai pu reprendre. ouais. Et puis, tu vois, ça faisait 1 mois que j'avais des douleurs à mes fibulaires. Et puis petit à petit, la douleur elle est complètement disparue. Et puis, aujourd'hui, on est le 10 avril. Et puis, mettons qu'on peut dire que j'ai commencé ce processus-là début février. Et puis j'ai aucune douleur musculaire à l'heure actuelle. Et puis ça, je pense que c'est la plus grande victoire de l'année pour moi ou des dernières années. Puis j'espère que je vais pouvoir continuer d'évoluer en ce sens. Puis je suis ravie aussi de tout le monde qui ont eu le bon sens de m'orienter vers des bons choix. Ben, c'est une grosse réflexion parce que je t'écoute puis j'ai repensé à nos discussions des dernières années puis tu sais t'as eu des hauts et des bas, tu sais comme athlète t'as eu des gros moments forts puis t'as eu des blessures qui sont crève-cœur puis je pense que tu l'attribuais aussi souvent à cette première blessure-là, cette fracture-là, puis la compensation, puis c'est tout à fait logique du moment où les blessures reviennent toujours un peu du même côté ou dans le même coin, mais là, du moment que ça devient généralisé, qu'il y a pas un mal-être, mais je veux dire, c'est pas le bon terme, mais des douleurs qui sont un peu partout, ça pose des questions sur l'état plus général, puis on le dit souvent, là, la nutrition, c'est pas juste une question du race day, faut consommer X nombre de grammes de glucides par heure, c'est au quotidien, c'est dans nos entraînements. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde parle des glucides. Il y a une petite révolution qui s'opère depuis quelques années. Puis on se rend compte qu'il y a des athlètes qui sont déjà sur ces grammes par heure-là depuis longtemps, mais c'était pas aussi publicité que là, maintenant, on en parle. Puis on entend qu'il faut viser du 80, du 100, du 120 si t'es capable. Mais c'est beau pour le race day, c'est beau pour les gros objectifs, mais c'est aussi au quotidien. Je veux dire, notre sport, c'est beaucoup, beaucoup plus d'entraînement. Puis tantôt, quand tu dis l'ancienne génération, c'est drôle venant d'une athlète d'une trentaine d'années, mais c'est vrai pareil, tu sais, je veux dire, tu remontes à il y a pas si longtemps, puis je pense que j'en parlais avec David Yecker, mais ce qu'on se disait, ce qu'on entendait, ce qu'on voyait dans des documentaires, c'était Anton Krupicka qui partait faire une sortie de 6 heures avec un gel dans sa poche puis de l'eau qui allait s'abreuver dans les rivières, puis c'était tout. Puis je pense que à tort, moi j'y ai pensé comme je me suis entraîné comme ça aussi à tort, c'est de se dire ben je vais me mettre en carence, fait que je vais apprendre à mon corps à continuer dans cette carence-là, fait que quand ça va arriver dans un événement, je vais savoir comment le gérer. C'est une chose, mais je pense que l'idéal, c'est complètement l'opposé, c'est de se dire pourquoi se mettre en carence quand tu peux même
pour une sortie d'1 heure un lundi matin, pourquoi tu consommerais pas ce qui est nécessaire de faire, puis tu vas mieux récupérer, puis ça aura pas d'impact à long terme. Fait qu'il y a comme un changement de paradigme, je pense, dans l'approche de la nutrition, puis c'est plus juste une question de race day, je vais consommer 80 grammes de glucides par heure, mais à mes entraînements, je vais les faire à jeun avec un peu d'eau. Tu sais, c'est pas de même ça marche, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, puis c'est drôle, tu sais, c'est vrai que c'est drôle comme phrase de dire je viens d'une autre génération parce que je me sens pas si vieille non plus, mais c'est vrai que en fait ça vient il y a pas si longtemps, ce nouveau discours de l'importance de s'alimenter pendant l'effort et des discours justement que les records se font briser à cause justement de l'impact de la nutrition. Puis en fait, puis moi, je suis la première à dire que, en fait, je suis restée dans mes façons de fonctionner pendant longtemps, probablement plus longtemps que j'aurais dû. Mais je pense que tant qu'on est ouvert à l'évolution, puis qu'on est ouvert à s'adapter, puis qu'on est ouvert justement à, à bouger vers l'avant avec les avancements, je pense qu'on s'ouvre aussi la porte à différentes possibilités. Et puis, le plus important aussi, c'est de se rappeler que la nutrition, c'est un pilier de base. Donc oui, ça vient jouer avec la performance, mais dans mon cas, ça jouait certainement avec le côté de ma santé. Et puis, en fait, j'avais une façon de fonctionner que je réalisais pas qui potentiellement me créait du mal. Mais je pense que pour n'importe qui fait du sport et qui fait de façon générale et qui fait de l'ultra, je pense que la nutrition, ça peut, en fait, c'est définitivement quelque chose qu'on devrait prendre le temps d'évaluer pour voir si on consomme assez, juste pour se mettre à l'abri des conséquences qui pourraient être surprises ou qui pourraient vous surprendre, par exemple. Et puis, en fait, j'aurais aimé avoir cette lumière qui s'ouvre dans mon cerveau ou autour de moi plus tôt que cette année. Par contre, je pense aussi que les blessures, c'est sûr que c'est multifactoriel. Effectivement, je pense que mon pied droit a toujours va toujours avoir un effet néfaste sur certains de mes fonctionnements, mais fallait comprendre ici que c'était pas juste mon pied droit et qu'il y avait d'autres choses à évaluer. Puis si on peut faire des changements qui nous amènent vers le bon bord, je pense que j'encouragerais n'importe qui là, à se poser des questions et d'aller consulter des professionnels qui peuvent les accompagner. Et puis ça peut être aussi simple que, en fait, on sait c'est quoi la théorie. Je pense qu'on l'entend partout. Si tu écoutes des podcasts en ultra aujourd'hui, je pense que la nutrition c'est une chose, mais se le faire dire concrètement, non. En fait, il faut manger à peu près 2 fois plus. Ou je lance des chiffres comme ça, mais mon point c'est juste, oui, on se le fait dire, on se fait bombarder d'informations comme quoi on devrait consommer plus, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et vraiment avoir quelqu'un qui t'aide de la même façon que tu as un entraîneur qui t'aide à gérer ton entraînement. En fait, un nutritionniste ou un diététicien, peu importe la personne avec laquelle vous décidez de travailler, je pense que peut vraiment vous aider à vous encadrer dans ce contexte-là. Et puis, moi, c'est vraiment ce que Valentin Lacroix a pu faire pour moi là, de cette façon-là. Ouais, puis faut pas négliger qu'il y a une perte calorique qui est immense avec les entraînements qu'on fait, avec le sport qu'on fait. Une sortie à moyenne intensité pendant 60 minutes, c'est quoi? C'est 700-800 calories que tu dépenses. C'est 700-800 calories qu'il faut que tu prennes de plus que ta journée de repos, dans le sens où faut se fier à la faim, mais des fois, faut quand même pas négliger. Tu sais, sur des sorties d'1 heure, je pense que la faim va se faire ressentir plus tard dans la journée, tu vas combler plus de collations, mais mettons ton gros week-end, ton gros samedi, tu fais une sortie de 4 heures, tu réussiras probablement pas à aller manger dans la journée même toutes les calories que tu as dépensées, les 2000 calories, peu importe, mais faut l'avoir en tête. C'est beaucoup, 2000 calories, c'est énorme de pertes, fait que c'est quand même important de les reprendre, puis je veux dire, faut pas tomber en carence là-dedans, puis je pense que c'est un danger qui guette n'importe qui fait du sport d'endurance de longue durée. Les pertes caloriques sont intenses, mais il faut les regagner, ces choses-là. Là. Il est peut-être trop tôt pour poser la question, mais là, tu ressens clairement les effets positifs d'un point de vue blessure, douleur. Est-ce que tu le sens aussi d'un point de vue performance? Tu ressors d'un camp d'entraînement, je vais vouloir qu'on aborde ça un peu tantôt, mais tu as fait des grosses sorties, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Est-ce que tu le ressens aussi, ce changement-là nutritionnel dans le côté plus performance, tes sensations à l'effort? C'est ça qui est un peu plus délicat pour le moment, je te dirais. Je pense qu'on connaît tout le slogan qu'il faut, des fois, il faut prendre 2 pas par en arrière pour pouvoir
aller vers l'avant. Puis en fait, ouais, j'ai l'impression que je suis dans mes deux pas en arrière pour le moment, mais je lâche pas pour autant le morceau de la performance et je tiens aussi à continuer dans ce processus-là parce que je crois en son bénéfice à long terme. Donc, au jour J, c'est ce qui amène un peu plus d'incertitude parce que je suis habituée de fonctionner dans une certaine façon et je vais le dire dans cette façon-là sans avoir, en espérant ne pas avoir l'air cocky quand je le dis, mais je veux dire, je suis habituée d'une certaine façon d'avoir la performance. Et là, tu vois, je suis venue jouer avec des éléments qui font en sorte que je ne sais pas en fait ce que ça va donner en termes de performance. Et ouais, je pense que c'est une incertitude qui est différente. C'est sûr qu'en ce moment, je te dirais pas que je me sens au pic de ma forme, mais j'ai l'impression que je suis dans la bonne voie. Et puis, ça va être intéressant justement de voir qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Puis, je suis aussi consciente que je suis pas la meilleure avec mes sensations et mon ressenti. Je pense que c'est une grande force, mais des fois, c'est une grande faiblesse. Donc, j'essaie aussi de réaliser que c'est pas parce que je me sens pas nécessairement le plus en forme de ma vie que ça veut pas dire que je puisse livrer une performance qui pourrait me surprendre moi-même. Et en fait, c'est ce que j'espère qui va arriver, mais si c'est pas dans la prochaine course, potentiellement que ça pourrait arriver dans deux ou trois courses. Et puis je suis convaincue que c'est la bonne voie dans laquelle je suis, puis advienne que pourra pour les résultats prochains. Ouais, puis tu l'as dit tantôt, hein, c'est court 2 mois, tu dis en février, tu étais dans cette réflexion-là, en fait, t'amorçais cette réflexion-là, t'amorçais ces changements-là nutritionnels pour t'aider avec une déchirure, avec des douleurs. On est même pas 2 mois plus tard, dans le sens que je me fais l'avocat du diable, où l'œil extérieur, c'est quand même très tôt pour même espérer peut-être revenir à des sensations pré-UTMB l'an passé quand tu te sentais au sommet de ta forme. Là, tu viens de faire ce changement-là, puis le mois d'avril, c'est super tôt. Il te reste plein de mois pour tranquillement piquer vers fin août. Je dis une date comme ça par hasard parce que la Nouvelle-Zélande t'a quand même permis d'aller chercher un dossard pour l'UTMB. T'es allé là pour aller faire le 100 km. T'es revenu avec complètement autre chose. C'est passé bien des choses, mais parle-moi quand même de l'opportunité que tu as pu avoir de quand même courir une course de 23 km, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, en fait, la course, c'était pile poil, je pense, 12 jours après ma déchirure de l'ischio. Donc, j'ai pris vraiment 10 jours off de course et puis j'ai recommencé à courir pratiquement le jour de la course ou quelques jours avant. Mais évidemment, là, le jour de la course, c'était pas, je faisais pas la race, comme on dit. J'étais sur la ligne de départ dans l'optique d'arriver à la ligne d'arrivée. Et puis, dans ce cas-ci, j'ai vraiment pas racé, si on veut. Et puis, je me suis juste abstenue de parcourir la distance pour pouvoir aller chercher un running stone, ce qui était demandé de moi là, pour pouvoir me qualifier pour l'UTMB de cette année en 2025 parce que ma déchirure de l'ischio gauche m'avait obtenu une dérogation. Donc, je suis allée chercher ça et puis effectivement, je me suis enregistrée à l'UTMB 2025 cette semaine en fait. Et puis c'est sûr que ça demeure un objectif pour moi. Je pense que tant que je serai pas en mesure de faire la course jusqu'à la fin de l'UTMB, je vais vouloir y retourner. Et puis donc c'est sûr que c'est une option qui est très alléchante pour moi cette année encore une fois. C'est pas gênant quand les 2 premières tentatives, tu le dis, ils ont pas été pleinement à la hauteur de tes attentes parce qu'il y a eu quelques blessures, un index, ça a fait couler en masse d'encre, les genoux dans le gif sont amusés avec ça. Dans tous les cas, c'est pas gênant quand 2 performances qui ne sont pas à la hauteur de ce que toi tu t'espères ou tu sais que t'es capable, donne quand même 2 podiums sur l'UTMB, ça augure bien, mais dans tous les cas, c'est que tu m'expliquais, parce que je t'avais écrit, je comprenais pas parce que je comprends jamais rien de ce système-là, parce que ça change, puis il y a plein de subtilités, mais quand tu as fait un podium sur l'UTMB, tu peux obtenir un dossard pour l'année suivante seulement en allant chercher une stone, dans le sens où tu n'as pas besoin d'aller faire un podium sur une course by UTMB, ce que les autres athlètes ont besoin de faire quand ils n'ont pas fait un podium puis qu'ils veulent se requalifier, c'est ça? Exactement. Donc, c'est pour ça que j'avais cette option-là qui me semblait être une bonne option, puis je suis allée la chercher. Donc, voilà. Est-ce que le fait de faire une épreuve comme ça en mode finish, on part du point A puis on veut se rendre au point B puis c'est tout. T'as-tu profité de la course? C'était une expérience différente quand même. Ça devait faire longtemps que tu avais piné un dossard dans une optique de
faire le parcours puis profiter du paysage? Oui, sauf que j'avais parcouru en fait la distance j'avais déjà vu. C'était différent. C'est sûr que c'est une distance plus courte, donc j'ai l'impression que les gens sont plus intenses dans leur dans leur parcours. Moi, je suis plus habituée. Je t'avouerai que même dans les ultras, en fait, j'ai jasé plus dans mes ultras que j'ai jasé pendant le 23 km de la Nouvelle-Zélande parce que tout le monde sont un peu à fond. Mais c'était cool aussi de faire la course pour le plaisir et de pouvoir s'arrêter au ravitaillement puis manger ce qu'il faut, manger ce que tu veux, prendre ton temps, profiter de la course. C'est sûr que c'était bien, mais effectivement, je pense que l'ambiance est quand même différente sur une course de 23 km qu'elle l'est sur une course de 100 km ou plus. Je comprends. Pour clore sur le sujet de la Nouvelle-Zélande, c'est quoi ton coup de cœur? Ben, il y a un parc national dans l'île du Nord qui a une trail qui s'appelle le Tongariro Alpine Crossing. Et puis c'est magnifique, c'est vraiment vraiment beau. Et puis je l'ai fait avec Thibaut. En fait, c'est des paysages qui sont vraiment spéciaux parce que tu vas parcourir une certaine section, puis là tu vas monter une montagne, puis là de l'autre côté c'est une végétation qui est complètement différente. Et là tu montes une nouvelle montagne et de l'autre côté c'est dans la même randonnée, tu traverses peut-être 4 sections qui sont complètement différentes et en fait, à chaque fois que tu tournes de bord, tu as l'impression que tu es dans un nouvel endroit, puis c'est des endroits qui sont complètement différents que ce qu'on vit au Québec, au Canada, en voulant dire, c'est des terrains volcaniques et puis éventuellement, tu arrives vers des lacs de bleu pétant. Et puis, ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré cette traversée-là, puis je la recommande, là, c'est sûr que s'il y a des gens qui vont en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est définitivement nécessaire là, pour un must-do, disons. Qu'après les îles volcaniques, l'année passée, tu étais à Tenerife. Est-ce que c'est complètement différent en termes d'environnement volcanique? Oui, c'est différent. C'est vraiment différent. Mais c'est sûr qu'il y a des aspects qui sont semblables. Là. C'est sûr que tu te retrouves sur du terrain volcanique, donc ça se ressemble un peu. Et puis, c'est peut-être moi aussi qui est attiré spécifiquement vers les terrains volcaniques, mais je pense que c'est juste que c'est très différent de ce qu'on voit au Québec ou au Canada, ou même en Europe. Donc, je pense que c'est quelque chose en fait, que je trouve une merveille du monde en quelque sorte. Ben oui, c'est clair. Ça fait rêver, ça donne le goût la Nouvelle-Zélande. Marianne, on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. Participer à l'Ultra Trail Gaspésia 100 du 13 au 15 juin, c'est mettre le cap à l'est et vivre un week-end unique dans la magnifique région de Percé. Si t'as toujours rêvé d'avoir un immense caillou avec un trou dedans comme arrière-plan de tes photos de course, ben il y a juste une place où tu peux vivre ça, puis c'est au Gaspésia 100. Blague à part, Jean-François Tappe et sa gang savent comment accueillir la visite et avec 16 épreuves de 1 à 165 km, pas de doute que tu vas trouver chaussures à ton pied. Là, tu te dis que tu trouves ça loin la Gaspésie pour participer à une seule course. Bonne nouvelle, ils ont 4 courses par étape sur 3 jours. Question de vivre une immersion trail totale. En partenariat avec le Club de Trail de Montréal, Événement Gaspésia organise un bus qui fait Montréal, Québec et Percé, une manière écologique puis sympathique de te rendre jusqu'à l'événement. Puis si tu manques encore de bonnes raisons, ben sache que les détenteurs d'un billet de bus ont un dossard garanti au prix de la première édition du Gaspésia il y a 10 ans, un rabais de 30%. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le gaspésia.org puis on se voit à Percé en juin. On est de retour avec Marianne. Je le disais tantôt, tu reviens d'un camp d'entraînement avec Salomon, puis je sais pas si tu as entendu le podcast de Dylan Bowman où lui et Corinne ont analysé d'un point de vue externe tout ce camp d'entraînement-là, mais surtout toutes les annonces que Salomon a faites, puis je trouvais ça intéressant à quel point il démontrait à quel point Salomon est en train de se professionnaliser dans sa manière de présenter ses équipes, puis c'était vraiment un cool lancement. J'avais pas vu ça passer, j'avais vu un peu de contenu, mais quand je les ai entendus raconter ce lancement-là à Annecy, puis ensuite le camp d'entraînement encore, j'étais allé voir le live et tout, puis c'était tout un show, je trouve. Ça démontre en fait là où notre sport est rendu, c'est que les marques osent, les marques ont les moyens d'oser, puis ils le font parce qu'il y a clairement un retour sur investissement. C'est que c'est de faire ce genre d'action-là, c'est payant pour eux, mais au-delà de tout ça, c'est trippant comme fan du sport de voir que le trail est rendu à ce niveau-là. Toi, de l'intérieur, comment tu as vécu ces jours-là avant le camp d'entraînement en Corse avec l'équipe, un sujet dont je vais vouloir qu'on parle, mais ce côté-là très marketing à Annecy?
En fait, je trouve que le côté marketing Annecy est représentatif de ce qui se passe dans l'arrière-scène, si on veut. Et puis oui, c'est cool de voir que effectivement le show que ça peut créer. Mais pour moi, dans le concret, c'est sûr que je suis encore plus épatée par ce qu'ils sont capables de faire dans l'arrière-plan. Ben Et oui. puis tout ce que j'ai mentionné là, de mon parcours là, de questionnement et tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose que tout était un peu pris en charge et motivé par les professionnels qui ont été embauchés par Salomon pour m'aider dans ma réhabilitation et en fait dans mon approche professionnelle en tant qu'athlète et évidemment dans le but de performer, mais aussi de garder ma santé. Donc, je trouve ça cool de voir que en fait, moi, c'est encore plus important pour moi de voir que c'est pas juste un show, justement, c'est un show qui est backé en quelque sorte par beaucoup plus de choses qui montrent que Salomon investit en nous en tant qu'athlète, puis que croit en notre potentiel de performance future. Et puis, ouais, en fait, c'est cool de voir que Salomon veulent pousser dans cette direction-là. Autant pour les athlètes du team plus ancien, comme ils ont appelé les gens en quelque sorte. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont pris aussi beaucoup, beaucoup d'athlètes potentiels futurs. Et ça vient encore une fois, on parle de génération, mais c'est vrai que je suis rendue dans la génération plus ancienne des coureurs maintenant. Donc, il y a une toute nouvelle génération qui se joint à l'équipe et puis ça amène un grand vent de fraîcheur. Et puis, c'est beau de voir que Salomon veut justement investir dans le futur parce qu'on se rappelle que Mathieu et moi avons commencé justement en tant que plus jeunes et espoirs et puis nous sommes tous les deux maintenant à partie de l'équipe Salomon internationale dans la catégorie plus légende. Donc c'est cool de voir que c'est un cercle qui continue puis de voir qu'il essaie de mettre de l'avant là, tout le monde pour pour performer dans le futur. Ouais, puis tu sais, j'ai fait un épisode sur la professionnalisation avec justement de ces jeunes-là, des gens qui sont en train de pousser pour percer, tu sais, des Rémi, des Mélodies, puis même une Geneviève, tu sais, que je considère comme quelqu'un qui pousse, puis qui a le potentiel, le talent de passer au prochain niveau. Puis une des choses qu'on a abordées, puis une des choses qu'on a entendues dans le sport, c'est, je pense que t'as des marques comme Salomon, puis ils l'ont démontré avec leur programme de performance, de support à ses athlètes, qui choisir des athlètes, mais c'est pas des, je sais pas, je veux pas le dire de manière trop péjorative, mais ça l'est parce que c'est pas le cas de Salomon, mais des fois, il y a des marques, tu sens que les athlètes sont des objets marketing, qui sont des panneaux publicitaires, puis on le voit moins en trail, il y a d'autres sports où c'est très flagrant, mais je pense qu'en trail, il y en a quand même des marques où tu sens que on choisit des athlètes pour leur reach, puis on leur met une pression de performer parce que sinon, vous êtes plus des bons produits marketing. Et à l'opposé, t'as des marques, on entend des mesures qui sont très bienveillantes, qui prennent soin de leurs athlètes et non qui poussent leurs panneaux publicitaires. Je grossis le truc, mais tout ça pour dire que ce que j'ai vu à travers cette annonce-là de Salomon, c'est exactement ça. C'est de supporter des humains derrière tout ce qui peut se faire en termes de marketing. Au final, à la fin de la journée, Salomon veut vendre des choses, c'est correct, mais la manière de le faire, puis la manière de supporter tes équipes, puis tes athlètes, c'est pas juste des panneaux publicitaires, c'est des gens qui vont développer les produits, qui vont t'aider à les développer, qui vont rendre ton produit meilleur parce que vous êtes l'élite, vous êtes les gens qui allez les tester à leur plein potentiel, ces produits-là, puis ensuite de supporter les êtres humains et non les athlètes. Je trouvais que c'était beau de la façon que c'était fait, la façon que c'était amené, puis ton histoire, ce que tu nous as raconté en première partie d'épisode, le démontre, tu sais, c'est qu'il y a un réseau autour, puis vous êtes supportés, c'est beau de voir ça. Ouais, c'est très beau, ouais, puis en fait, c'est impressionnant de voir les jeunes, justement, qui ont peut-être pas nécessairement des résultats énormes mais ils ont un potentiel clairement qui est énorme. En fait, ils ont des résultats qui sont très bons, mais je veux dire qui sont pas médiatisés et qui ont pas fait en sorte qu'ils soient connus en quelque sorte dans l'univers du trail, mais tu vas courir avec eux. Puis en fait, moi, j'ai de la misère à suivre, tu vois, ils sont vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment des talents et puis c'est super beau à voir justement que Salomon en fait crée un système qui va pouvoir identifier ces gens-là qui n'auront peut-être pas autant de misère à se bâtir une carrière parce qu'ils vont avoir rentré dans l'écosystème assez tôt pour pouvoir performer plus tard. Et puis ça, je trouve ça très beau. Et puis je suis fière de faire partie en quelque sorte de cette compagnie-là qui soutient effectivement la relève et qui les pousse vers le haut.
Ouais, puis c'est ce que Salomon, ils ont pas commencé à faire ça cette année pour cette grosse annonce-là. Tu l'as dit, 2016, je pense, Mathieu et toi, le premier camp. 2017, ça fait longtemps. Puis ils vous ont pris un moment où vous aviez pas de podium à l'UTMB, puis c'est ça qui est beau aussi. Après ça, il y a ça qui est arrivé, puis tant mieux, mais je pense que le développement des équipes, le développement des athlètes passe par un support en début de carrière quand t'es en train, tu sais, je veux dire, c'est pas quand la personne est rendue avec les résultats puis à son plein potentiel que tu peux y amener quelque chose. Oui, tu peux y amener un support, mais dans ce cas-ci, c'est de prendre des gens puis, comme tu dis, de pas se fier sur leur nombre d'abonnés Instagram ou parce qu'ils sont le meilleur de leur pays, peu importe, c'est de les prendre, de voir un potentiel en ces athlètes-là, de voir un talent puis de les supporter puis de leur donner l'écosystème qui les entoure pour performant à leur plein potentiel, puis on le voit, les marques qui le font, qui mettent le temps et l'argent pour le faire, parce que je veux dire, j'entendais parler de l'exemple, le business case de Jim Wamsley avec Oka, tu sais. Aujourd'hui, c'est le meilleur trailer au monde, puis Oka, c'est une grosse marque, puis là, les deux ensemble, ça a l'air d'être un mariage heureux qui était... Mais ça a parti de Oka qui ont mis des efforts sur d'autres qui sortaient de l'université, qui avaient eu des performances dans des petites courses, là. Je veux dire, c'était pas l'UTMB puis la Western, puis ils l'ont supporté même quand il y avait des années plus difficiles. C'est un exemple parmi plein d'autres, mais je pense que c'est ça que les marques devraient faire, puis c'est ça que Salomon a démontré, non? Ouais, exactement. Exactement. Puis on est plusieurs, comme moi, j'ai nommé moi et Mathieu, mais à noter aussi que Rémi Bonnet, Lucie, Bartholomé, ils sont sortis d'une académie des jeunes comme Mathieu et moi avant sorti. Donc, c'est beau de voir que effectivement ça a des belles répercussions et ça crée des très belles histoires aussi pour les marques. Et moi, je trouve que c'est une des choses que Salomon fait très, très bien. Ouais. Fait qu'il y a eu cette grande annonce-là, ce grand événement-là à Annecy. Après ça, l'équipe part pour la Corse. Puis là, vous avez fait un camp d'entraînement. C'était combien de jours, ce camp-là? Écoute, je pense que c'était 10 jours et que ça passe tellement vite que ça doit être 10 à 12 jours, quelque chose comme ça. Okay. On a 2-3 jours à Annecy, justement, pour avoir eu la présentation, aussi faire des rencontres importantes au niveau de l'équipement. Pardon. Et puis après, on se déplace tous ensemble en Corse et on a eu 10 jours d'entraînement de qualité et surtout très, très bien supporté, si on veut. Je suis certain qu'on pourrait parler des entraînements puis des sorties que vous avez faites, mais tout ça, on le voit passer. Moi, j'ai le goût d'aller voir derrière le rideau comment ça se passe ces camps d'entraînement-là, en dehors des entraînements puis c'est ça, des moments où vous courez ensemble dans les montagnes. Il doit y avoir plein de moments le fun aussi en équipe. Y a-tu ce côté-là de team building qui se crée? Y a-tu ce sentiment-là d'équipe, d'être dans une écurie, tout le monde ensemble, un peu comme, je dis écurie, pas dans le sens équestre, là, dans le sens Formule 1, puis d'avoir une équipe et une entraide, puis ce sentiment-là, il y a quelque chose qui se crée. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour arriver à ça, de créer un sentiment d'équipe? Ben oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place, mais tu réalises vite aussi que, en fait, le temps, ça passe très vite en une journée. En camp d'entraînement, c'est très vite passé. Et puis, surtout quand on court 50 km dans une journée. Par contre, là, c'était super bien parce que, dans le fond, Salomon avait pris en possession un peu un hôtel dans un petit village en Corse. Et donc, tu avais l'impression que tout le village appartenait à Salomon. Tu sais, on avait le gym dans un hôtel, on avait les physios dans un autre hôtel, on avait le déjeuner dans un hôtel, on avait un restaurant complet où tout le monde pouvait aller. Donc, effectivement, très rapidement, en fait, on se retrouve là dans les moments où on n'est pas à l'entraînement et puis ça, c'est cool. Et puis, on a en fait, moi, ma salle préférée, c'est la salle des physios. Et moi, j'y passe beaucoup de temps là. Et puis, c'est là aussi qu'il y a des petits moments qui se partagent parce qu'à noter aussi que, en fait, on fait tous partie de la même équipe, mais l'équipe est divisée en deux parties. Donc, on a l'équipe short course et l'équipe long course. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, effectivement, on s'entraîne pas beaucoup ensemble, sauf pour les rides de vélo, par exemple, ou le shake-out run quand on arrive, des choses comme ça. Mais c'est beau tu sais, quand on va chacun faire notre entraînement, on se retrouve sur l'heure du lunch ou sur l'heure du repas, du souper pour voir un peu comment s'est passée la journée des autres. On a aussi un bain de glace et un sauna et un jacuzzi pour faire tout ce qui est récupération. Donc, et tout se fait dans une circonférence de peut-être 400 mètres. Donc, tu marches dans la rue, tu croises tout le monde et puis tout le monde, c'est des gens Salomon. Donc, c'est vraiment comme un peu une ambiance de camp de vacances. Et puis, c'est sûr que les liens
les liens se créent. C'est sûr que quand ça fait des années aussi que tu es dans l'équipe, moi j'ai la chance aussi d'avoir de mes meilleurs amis un peu dans l'équipe. Donc c'est sûr que je suis très souvent aussi autour de ces gens-là qui continuent de m'apporter au quotidien, effectivement. Mais c'est cool aussi de voir que en fait, il y a beaucoup d'autres gens dans l'équipe maintenant qu'on peut rencontrer, qu'on peut prendre le temps de créer des nouveaux liens. Puis, en fait, je pense que le camp, le staff a fait un vraiment bon travail pour s'assurer que ça se fasse de façon très organique, sans forcer le tout. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou, tu le dis, hein, dans tes meilleurs amis, c'est des gens de l'équipe. Tu sais, Mathieu, c'est depuis 2017, vous êtes dans la même équipe. C'est quand même fou, cette longévité-là. Dans le sport, c'est déjà exceptionnel, mais que vous suivez depuis ce camp d'entraînement-là, puis qu'il y a des liens qui sont tissés, mais que quasiment 10 ans plus tard, là, mettons 8 ans si mes mathématiques sont pas si pires, c'est quand même fou, vous êtes encore dans la même équipe, ensemble, en Corse. C'est vraiment assez beau de voir ça. Ouais, c'est très beau. Puis en fait, des fois, on réalise pas la chance qu'on a, mais effectivement, c'est un lien qu'on aura toujours toute notre vie. Puis c'est beau de l'avoir et c'est beau de pouvoir partager ça. Et puis, en fait, j'ai pu créer des liens encore très forts avec d'autres gens que, évidemment, on sait tous, mais je me compte très chanceuse d'avoir ça parce que je pense que j'adorerais mon temps avec Salomon, même si j'avais pas ça, mais c'est sûr que ça rend le tout encore plus familial et confortable pour moi, c'est certain. Ah oui, c'est clair. On parle du support system de cette équipe-là, Salomon, en camp d'entraînement. Comme tu l'as dit, vous monopolisez une ville au complet, puis vous avez les ressources. Après ça, chacun part dans son coin du monde. Et toi, dans ton cas, t'es retourné du côté du Colorado. Il y en a qui partent en Europe, peu importe, au Japon même, j'ai vu des athlètes. C'est quoi le support qui vient avec le fait d'être dans cette équipe-là, rendu justement un peu partout dans le monde? Ça peut pas être les mêmes physios qui offrent des traitements à chacun en se déplaçant en avion d'une place à l'autre, là? Non, mais tu vois, si on reste sur le sujet des physios, moi j'ai eu une petite blessure encore, j'ai tombé, je me suis explosé les genoux. Et puis la physio, tu vois, elle m'écrit aujourd'hui pour me prendre des nouvelles, de me parler des prochaines étapes, s'assurer que s'il y a des prochaines étapes à y avoir, on va procéder. Donc, non, effectivement, la physio ne me suit pas nécessairement au Colorado. Par contre, il y a un suivi constant et puis on s'assure justement qu'on prend les bonnes décisions. Évidemment, c'est une petite anecdote pour montrer tout ça, mais c'est certain qu'en fait, Salomon a voulu mettre en place justement des spécialistes dans toutes les différentes disciplines. Et je parle des disciplines, évidemment, on a parlé de nutrition, on a parlé physio, mais on parle aussi de tout ce qui est renforcement musculaire. Et puis plusieurs autres spécialistes que je vais potentiellement manquer, mais l'idée c'est d'avoir justement un certain centre, une centralisation de tout ça pour pouvoir avoir le support nécessaire. Et puis si j'ai pas quelqu'un accessible pour moi à Boulder, je suis pas capable de trouver quelqu'un à Boulder, ben qu'il y ait quelqu'un dans le système qui peut justement m'aider avec ça. Et puis de plus en plus, je pense aussi qu'on va essayer en fait, quand on est plusieurs athlètes à aller dans différentes courses, on est capable d'avoir un support différent. Donc c'est sûr que là, moi, dans mon cas, je suis partie un peu loin, mais potentiellement plus possible en Europe et des choses comme ça. Mais t'es quand même dans un hub où, tu sais, je veux dire, il y a une centralisation de ressources, je suppose, professionnelles. Fait que même si c'est pas le physio de Salomon, si t'as besoin de voir un physio à Boulder, je suppose que c'est possible, puis qu'il y a un lien qui peut se faire entre le physio qui te suit pour Salomon et le physio que tu rencontres là où t'es, là. Oui, effectivement. Même que c'est plus que la réalité parce que, comme je t'ai mentionné, à la fin de notre podcast, j'ai un massage qui m'attend justement pour favoriser la récupération. Donc, effectivement, c'est très faisable. Mais je pense aussi que ça devient notre responsabilité de s'assurer qu'on fait ces petites choses-là pour c'est bien beau être capable de se faire masser et d'avoir un traitement tous les jours quand entraînement en Corse, mais si tu reviens chez toi puis tu fais plus rien de tout ça, ben c'est sûr que c'est 10 jours dans l'année qu'on est en camp. Donc, je pense que c'est notre responsabilité. Par contre, Salomon met vraiment le paquet, si on veut, pour s'assurer qu'on ait le support qu'on a besoin pour s'occuper de chacun de ces piliers-là que j'ai mentionnés. Ah ouais. Là, tu vas me voir venir, la même question. De ton camp d'entraînement, as-tu une sortie de course ou un moment qui te vient en tête, un moment spécial? C'est quoi ton coup de cœur de ce camp d'entraînement-là? Mon coup de cœur, c'est sûr, c'est toujours la plus grande sortie du camp. Et puis, moi, dans ce cas-ci, ça a été, c'est l'avant-dernière journée, on a fait 63 kilos.
Et puis, ouais, c'était un peu drôle parce que c'est ça, j'ai tombé quelques jours auparavant, puis je me suis frappé le genou quand même assez fort. Et puis, il y avait des incertitudes à savoir si le genou serait problématique. Et puis, au final, ça s'est bien passé, évidemment. J'ai été capable de compléter la distance, mais en fait, on s'est retrouvé un groupe de 4 filles que je respecte et que j'apprécie énormément. Donc, avec Martina, Camille et Courtney, on s'est retrouvés à parcourir les 63 kilomètres ensemble. Et puis, en fait, on a ri toute la journée. Puis, Camille était extrêmement en forme. Et puis, comme ils disent en bon français, elle nous mettait la misère. Et puis, on n'arrêtait pas de faire des blagues qu'on était en fait on survivait derrière comme des drapeaux là sur un sur un poteau. Courtney et moi, on n'arrêtait pas de niaiser là-dessus. Puis en fait, on a couru 63 kilomètres. Puis je t'avouerai que j'ai l'impression que j'allais courir 1 heure. Donc c'était vraiment, moi, c'est toujours mes moments les plus cool. Et puis ça a été le cas encore cette année là. La long run, ça a été mon moment préféré. Courtney, es-tu prête pour le Cocodona? Ça s'en vient, c'est dans moins d'1 mois, puis c'est 250 miles de plaisir. Ouais. Oui, j'ai dit qu'on a fait 63 kilomètres, mais c'est sûr qu'il y avait l'option de faire 80. Moi, ça n'a pas été l'option choisie parce que j'ai une course qui s'en vient quand même, mais c'était pas très judicieux d'aller courir 80 kilomètres, mais Courtney a couru 80 kilomètres en plus de plusieurs autres sorties. Donc, effectivement, elle est très en forme et elle est très en forme comme beaucoup d'autres membres de l'équipe. Et je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est de voir que au mois d'avril, on est capable de se retrouver puis quand même de tous montrer un niveau de forme qui est promettant pour la saison. Ah oui, c'est clair. Tu le disais, tu as quelque chose qui s'en vient. C'est quoi le plan de match entre maintenant et l'UTMB avec cette nouvelle stratégie nutritionnelle, avec ces bobos qui semblent s'évaporer et ce genou qui semble pas trop amoché de son choc? Il est encore un peu bleu, mais il va s'en sortir, je pense. Bon. Donc là, en fait, je suis au Colorado parce que je me prépare tranquillement pour la Canyon 100. Donc, c'est sûr, encore une fois, que j'ai pris une décision qui était un peu rapide. En fait, j'avais pris la décision de faire la Canyon 100 avant de réaliser que je m'étais déchiré l'ischio droit. Par contre, contrairement à ma reprise en décembre, tu vois, quand j'ai recommencé à courir, j'ai eu 0 douleur et en fait, la tendance s'est maintenue, voire elle s'est améliorée. Donc, au contraire de décembre, plus j'avançais, plus j'avais des douleurs. Maintenant, plus j'avance, moins j'ai des douleurs. Donc, ça, je trouve ça quand même très encourageant. Comme je te dis, je suis incertaine de mon niveau de forme, mais j'ai hâte d'aller faire le 100 km de Canyons pour effectivement, on se le cachera pas qu'il y a 3 tickets qui sont en jeu pour la Western States de cette année. Et puis, évidemment, on doit toujours se réserver le droit de rêver à ces 3 tickets. Donc, je le fais. Et puis, on se cache pas aussi que Canyon, c'est une course par UTMB. Donc, dans le pire ou le meilleur des cas, je pourrais aller me chercher je pourrais essayer d'aller me chercher une autre qualification pour l'UTMB en 2026. Et Canyon, puis, ça c'est me un donne... Majors, non? Donc, c'est le top 10 qui a déjà des places pour 2026, je pense. Je t'avouerai que j'ai pas du tout regardé ça, mais je pense que pendant Tenerife, je me suis fait éduquer, puis je me rappelle pas le nom de l'auditeur qui m'a écrit parce que dans ma tête, les bas UTMB, c'est le top 3 hommes-femmes, sauf les majors. Donc, Tenerife, par exemple, top 3 UTMB dans ce cas-ci va 26. Puis on m'a dit que si tu termines puis que la cote de performance est au-dessus de 7,60, je me rappelle plus le chiffre. Ça dépend pour les hommes ou pour les femmes. Exact. Fait que je me rappelle que moi, je live tweetais ou je mettais des stories par rapport au suivi, puis on suivait tout Jeff Cochon qui a fait une remontée à la Jeff, à la Pac-Man pour la 3e place. On le félicite d'ailleurs. On le félicite. Lui, il a même pas à se poser la question. Top 3, UTMB 2026 direct, mais si, mettons, il avait fini 4e, mais que sa cote était plus haute que X, Y, Z, ça lui donnait l'accès aussi. Fait qu'on en apprend toutes les semaines, tous les jours sur cette cote-là. Mais, fait que bref, dans ce cas-ci, peu importe ce qui se passe. Mais je pense que c'est un Majors Canyon, fait que c'est le top 10. Peut-être. J'ai pas regardé si c'est un Majors, mais effectivement, la cote titrage, je trouve que c'est quand même rassurant, là, de savoir que peu importe ta position, tant que ta performance elle est bien, tu peux devoir avoir une option. Puis, mais aussi en réalité,
des fois, il faut justifier les actions qu'on fait mais on n'a pas nécessairement besoin de le faire, tu vois. J'ai pas besoin de raison pour aller courir les 100 kilos, là, je pourrais. Mais attends, j'ai vérifié, c'est pas un major, finalement, il change. C'était le major l'an passé, là, c'est Kodiak cette année. Bref. C'est cool, ça. Canyon, ça va te permettre d'aller recourir sur des sentiers que tu avais parcourus pendant la Western en 2022, 21, 22. Ouais. Très cool. Ouais, puis c'est un parcours roulant que j'aime bien. Puis ça va être l'été, ça va être des températures estivales. Mais sans des températures de Western State en juin, si je me trompe pas. C'est chaud, mais c'est pas 50 ressentis. Oui, mais je veux dire, j'ai pas à me stresser d'avoir froid. Ouais, c'est ça. Tu dis ça, mais je pense... Pour moi, c'est un bon critère. Mais il me semble que j'ai parlé avec Anne Bouchard, puis quand elle l'a fait l'an passé ou l'autre d'avant, il y a eu des conditions assez exécrables à Canyon, ce qui est surprenant parce que c'est la Californie, c'est l'été. C'est sûr, mais on est loin du moins 10 québécois. Là, oui, c'est ça. Je pense que t'es correct pour ça. Je pense que nos critères sont différents peut-être dans le confort. Là. Moi, 0,5 degrés, ça m'irait, mais tu vois, si je suis capable de courir en short t-shirt, je vais être contente. C'est ça, je pense que t'as pas besoin de traîner tes crampons dans tes drop bags. Non, exact. T'as fait un petit crush, je pense, par le Québec, si je me trompe pas, entre... cet hiver ou c'est il y a quelques temps que t'as fait un petit arrêt à Montréal voir la famille, c'est ça? Ouais, en fait, c'est drôle parce que quand j'avais regardé pour m'acheter un billet aller-retour Genève, Nouvelle-Zélande, parce que je partais en décembre et j'y retournais en mars, le billet d'avion me faisait faire Genève, Montréal, Vancouver et la Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, je trouvais ça niaiseux de faire tous ces déplacements-là sans m'arrêter. Donc, au lieu de le booker d'une fois, j'ai fait des escales et puis j'en ai profité pour voir mes neveux, nièces et évidemment mes frères et sœurs et ça me fait toujours un grand bien de reconnecter avec eux. Et je mentionne également mes amis qui ça me fait plaisir de voir au passage et de revenir dans le coin. Toute la famille va bien? Toute la famille va très bien, ouais. Mon frère et Marie-Pierre attendent leur deuxième enfant très prochainement. Bon, on les félicite. Oui. Je réalise pendant que tu parles, tu as mentionné tes amis, ça m'a fait flasher sur tes pacers de la Western qui étaient Thomas et Olivier, puis j'ai reçu Thomas au podcast la semaine passée dans un spécial Gaspésia et je l'ai présenté comme étant le seul du panel qui était jamais passé au podcast, puis il m'a pas repris, mais il était passé au podcast, il était dans un épisode de Pacer pré-Western State. T'as raison. Mais je l'avais jamais reçu comme invité régulier, disons, je l'avais reçu comme Pacer de Marianne, mais il est venu sur le podcast, il a jasé, puis j'ai dit cette niaiserie-là dans l'épisode. Il y a sûrement des gens qui vont m'avoir écrit. Ah, c'est ça, ça n'a pas de sens, là. Mais il y a sûrement des gens qui m'ont écrit Yo, Thomas, tu l'as reçu. Mais bon, on a parlé du Gaspésia 100 000, fait qu'il fallait inviter le triple champion, cette légende gaspésienne qui est Thomas Duhamel. Évidemment. Tom Duhamel. Tom Duhamel, voilà. Marianne, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. C'est toujours très instructif, c'est-tu le bon terme? Dans le sens où on apprend, on t'écoute, puis à travers ce que tu nous racontes, à travers tes expériences, on apprend. Je suis sûr que, comme les épisodes que j'ai pu faire sur les hormones ou sur le surentraînement, il y a des gens qui vont écouter ce que tu as raconté, puis de se dire, OK, moi aussi, j'ai comme des blessures qui ont pas de lien en elles, qui pop, peut-être que c'est la nutrition. Ça demeure que la nutrition, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, puis c'est probablement l'affaire la plus importante avec l'entraînement dans notre préparation, puis il faut pas le négliger, puis on a tendance à le négliger un peu versus l'entraînement. Fait que merci de venir continuellement t'ouvrir comme ça, nous raconter les aléas de ta vie et de ton parcours sportif. Ben écoute, ça me fait plaisir. Je pense que dans ce cas-ci, c'est important pour moi de le partager juste parce que je me dis s'il y a des gens qui peuvent éviter certaines blessures ou potentiellement s'adapter plus rapidement que moi je me suis adaptée à la nouvelle ère si on veut, si je vais le dire comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis je veux vraiment dire que n'hésitez pas, n'importe qui veut m'en parler de façon davantage. Je suis évidemment ouverte sur le sujet, puis ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Ouais, c'est clair. Merci Marianne. On est toujours d'un temps pour ton rendez-vous. Je te mets pas en retard. C'est beau. Faut que j'y aille dans à peu près 3 minutes, mais sinon c'est bon. Ça me laisse le temps de conclure, c'est parfait. Donc, merci Marianne. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est notre partenaire, qui est le partenaire du podcast, qui vient de lancer au moment qu'on enregistre aujourd'hui même, mais
dans quelques semaines, quand ça sera diffusé, la gamme Boost, allez essayer ça. Marianne t'en a brièvement parlé. Moi, je vous en parle dans les Minutes NAC depuis des semaines, mais c'est de la grosse bombe. Fait que allez essayer ça, la gamme Boost Énergie de NAC. Merci aussi à Café Charlevoix pour ce Buddies ce midi, pour être un partenaire de mes cafés du vendredi qui me font sortir plein de niaiseries. On dirait que je ressors mes années de cégep en théâtre pour faire des niaiseries en reel puis faire rire le monde tout en passant des informations sur ce qui se passe dans le trail. Fait que merci Café Charlevoix, merci à Noctem, merci à Mox Mocktail, merci à Fred Desroches pour le tout nouveau thème musical de Pas sorti du bois. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à toi, Marianne. Je pense que j'ai fini ma ronde de remerciements. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se reparle très bientôt. Merci. Merci, Yann. À bientôt. Bye. À bientôt.